Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'histoire de l'Empire Ashanti. C'est une histoire incroyable de pouvoir, de résistance acharnée et d'un trône. Un trône en or massif qui, d'après la légende, renfermait l'âme de toute une nation. Alors, on est en 1824. L'Empire britannique est au sommet de sa puissance. C'est la superpuissance mondiale. Il étend son emprise sur ce qu'on appelle la Côte de l'Or, l'actuel Ghana. Sauf qu'un obstacle de taille se dresse sur son chemin. L'Empire Ashanti. Et attention, ce n'est pas un petit royaume, c'est un État riche, très bien organisé et militairement redoutable. Les Britanniques, de leur côté, pensent que ça va être une promenade de santé. Ils s'imaginent faire face à une armée tribale un peu brouillonne. Grosse erreur. Une erreur monumentale. Près de 20 000 guerriers ashantis leur tombent dessus et leur infligent une défaite, mais une défaite humiliante. Ce n'est même pas une bataille, c'est un véritable carnage. Et le symbole de cette victoire est aussi brutal que puissant. Le commandant des forces britanniques, Sir Charles McCarthy, est tué pendant les combats. Son crâne, il va être transformé en coupe à boire, cerclé d'or et offerte au roi Ashanti. Le message envoyé au plus grand empire du monde est glacialement clair. Ici, les maîtres, ce n'est pas vous. Alors forcément, la question se pose. Comment est-ce possible? Comment un royaume africain a-t-il pu accumuler une telle puissance au point de mettre à genoux l'Empire britannique? Pour le comprendre, il faut qu'on remonte le temps, bien avant cette fameuse bataille. Pour saisir la puissance des Ashanti, il faut revenir aux fondations, à l'homme qui a littéralement forgé cet empire. C'est son histoire qui détient toutes les clés. Cet homme, c'est Osei Tutu. Son parcours est juste fascinant. Il commence comme otage politique, ce qui lui permet d'étudier ses ennemis de l'intérieur, malin. Ensuite, il s'échappe, part en exil, et là, il apprend l'art de la guerre moderne, les techniques d'organisation militaire les plus avancées de l'époque. Donc, quand il revient chez lui, ce n'est plus juste un prince, c'est un véritable stratège, un visionnaire. Et sa victoire écrasante de 1701, ce n'est pas de la chance, non, c'est la toute première pièce de son grand puzzle impérial. Mais Osei Tutu et son principal conseiller, le grand prêtre Okomfo Anoke, le savaient très bien. La puissance militaire, ça ne suffit pas. Pour unir durablement tous les clans, il fallait un ciment beaucoup plus fort. Un ciment à la fois spirituel et politique. Et voici ce ciment, le Sikadoua, le trône d'or. Ce n'est pas juste un siège, c'est bien plus que ça. D'après la légende, il serait descendu tout droit du ciel pour abriter ce qu'on appelle le Sumsum, l'âme, l'esprit collectif de toute la nation Ashanti. Il est si sacré que le roi lui-même n'a pas le droit de s'asseoir dessus. Le vrai souverain, en fait, c'est le trône. C'est le symbole ultime de l'unité et de la survie du peuple. Le prêtre Okomfo Anoke a alors déclaré que le destin de toute la nation était lié à ce trône. Et c'est là que réside le coup de génie absolu. Tous les chefs des différents clans n'ont pas prêté serment à un homme, un roi qui peut mourir ou être faible, non. Ils ont prêté serment au trône lui-même, un symbole éternel. Et c'est ça qui a transformé une simple alliance de clans en une nation soudée, presque indestructible. Bon, maintenant, on a une armée unifiée et une âme collective. Il ne manque plus qu'une chose pour faire tourner la machine, un moteur économique. Et ce moteur, les Ashanti l'avaient, littéralement, juste sous leurs pieds. L'Empire Ashanti était une machine de guerre et de commerce remarquablement efficace. La richesse venait de l'or qu'il contrôlait totalement. Cet or finançait une administration complexe, avec des ministères et tout, et bien sûr une armée nationale surpuissante. Les peuples conquis payaient un tribut, ce qui ajoutait encore à cette richesse. Et le point crucial, c'est que cet or était échangé avec les Européens contre des armes à feu. C'est un cercle vertueux, si on peut dire. L'or permet d'acheter des fusils, les fusils permettent de conquérir plus de territoires, et plus de territoires, ça veut dire plus d'or. La machine était lancée. Tout en haut de la pyramide, on trouve l'Assanténé, le roi. Mais attention, il ne règne pas comme un monarque absolu. Le pouvoir est en fait partagé avec l'Assanté-Emma, la reine-mère, qui est une figure politique hyper importante, et un conseil de chef. C'est un système très sophistiqué d'équilibre des pouvoirs, bien avant que l'Europe n'en fasse un de ses grands concepts politiques. Et c'est donc cette puissance à la fois riche, unifiée et très bien organisée qui va se retrouver face à l'expansionnisme d'un autre empire, l'Empire britannique. La bataille de 1824, en fait, ce n'était que le début d'un très long affrontement. Alors, regardons un peu les deux adversaires. D'un côté, les Ashanti, une armée immense, une connaissance parfaite de la jungle, qui est leur terrain de jeu, et un moral d'acier parce qu'ils défendent leurs terres. De l'autre côté, les Britanniques, une technologie militaire supérieure, une armée de professionnels et des alliances bien utiles avec les peuples côtiers qui étaient les rivaux des Ashanti, comme les Fanti. C'était vraiment le choc de deux mondes, de deux forces redoutables. Ce conflit va s'étaler sur près d'un siècle. Après la claque de 1824, les Britanniques reviennent, mais cette fois beaucoup mieux préparés. Et petit à petit, le rapport de force s'inverse. Ils finissent par prendre et brûler la capitale, Kumasi,
puis par arrêter et exiler le roi. On pourrait croire que c'est la fin. Mais non. Il y a un dernier sursaut de résistance, la guerre du trône d'or. Une révolte menée non pas par un roi, mais par une femme, la reine-mère Ya Asantewaa, qui va tout risquer pour protéger le symbole de son peuple. Malgré son courage incroyable, l'Empire est finalement annexé en 1902. Mais la défaite militaire, ce n'est pas la fin de l'histoire. Loin de là. L'esprit Ashanti, leur Sun Sum, va survivre à travers un autre symbole très puissant. Un symbole choisi par le fondateur de l'Empire lui-même, Osei Tutu. Toute leur philosophie de la résilience, elle tient en un seul animal, le porc épic, le kotoko. Et sa devise est à la fois une promesse et une menace. Si tu en tues 1000, 1000 autres prendront leur place. Ça, c'est l'esprit Ashanti. On peut nous combattre, nous blesser, nous affaiblir, mais on ne peut pas nous anéantir. On reviendra. Toujours. Et cette devise s'est avérée prophétique. Moins de 40 ans après avoir été officiellement dissous par les Britanniques, le royaume Ashanti a été restauré. Aujourd'hui, l'Asante Ene règne toujours en tant que chef traditionnel puissant et respecté au sein du Ghana. Le trône d'or est toujours là, en sécurité, le Kotoko a survécu. Au final, l'histoire de l'Empire Ashanti, c'est bien plus qu'une simple suite de rois et de batailles. C'est une leçon. Une leçon sur la façon dont des symboles forts et une unité sans faille peuvent forger une nation capable de défier les plus grands empires du monde. Et c'est aussi une leçon sur la résilience, sur la manière dont une culture peut survivre et même prospérer malgré la conquête. Une histoire qui donne vraiment à réfléchir.